on va l'appliquer aux produits de santé. Précisément. Donc, une petite introduction, lorsque le système de santé prend en charge le paiement des produits pharmaceutiques et que de plus la demande est forte et constante, il n'y a pas réellement nécessité de faire l'effort de vendre pour les laboratoires au départ, puisque cela se vend tout seul. Tout au plus, faut-il informer de l'existence du produit. Et surtout pour les médicaments, au début, il n'y avait pas trop de concurrence, c'était généralement que le multinational, c'était que les DC, que les princeps. Donc, il n'y avait pas un grand effort marketing à faire. Il ne fallait pas faire beaucoup de promotions, contrairement aux compléments alimentaires. C'est des produits OTC de libre-vente, il y a beaucoup de concurrence, donc il faut faire beaucoup de marketing. Mais les médicaments, d'une manière générale, les laboratoires se contentaient de l'information médicale. Il y a le délégué, le médecin, voilà le produit qu'il y a pour telle ou telle pathologie. C'était assez simple. Donc, cela dit, les entreprises ont pris conscience peu à peu, avec le temps, que pour conserver et développer leur marché, il ne suffit pas de chercher à écouler une marchandise déjà produite, à un prix déjà fixé. Il faut, avant même de produire et de la concevoir, s'assurer qu'elle disposera d'une clientèle. C'est ça le principe de marketing. Donc, je cherche un produit de la publicité. Quand même, je fais une étude de marché. Parce qu'avec le produit, je suis sûr qu'il va marcher. Donc, il faut même partir de l'analyse des besoins du marché pour décider ce qu'on va vendre ou ce qu'on va produire. Donc, c'est tout simplement l'optique marketing proprement dit appliquée aux produits de santé. Suivant. Donc, définition du marketing des produits de santé. Donc, il disait l'application des techniques marketing, je viens tout à l'heure, à la promotion et à la commercialisation des médicaments et autres produits de santé associés. Donc, dans le but d'anticiper les besoins de soins médicamenteux et aider l'entreprise à les transformer en médicaments plébiscités par les prescripteurs, les dispensateurs et par les patients. Donc, quand on parle de médicaments, on parle automatiquement de tous les produits de santé. Donc, le marketing des produits de santé est un marketing très particulier dans la mesure où les pratiques commerciales et les prix sont réglementés, surtout pour les médicaments. Donc, un laboratoire, mais le prix libre, contrairement au complément alimentaire qui n'est pas remboursé. Le médicament, il est remboursé. Donc, c'est l'État qui va le payer. Donc, elle a un droit de regard sur le prix. C'est une négociation entre le laboratoire et l'État. Donc, il est réglementé par le fait qu'il s'agit d'un marché essentiellement de prescription. Les médicaments, la plupart des médicaments, notamment de spécialité, c'est les médecins qui vont les prescrire. Ce n'est pas un produit de conseil, ce n'est pas le pharmacien des radicales ou de la publicité. Donc c'est aussi selon le besoin des médecins qu'il faudra pouvoir proposer une offre de médicaments adéquate. Donc spécificité du marketing des produits de santé. Donc le fait que le produit médicament touche à la vie ne dispense pas les laboratoires de choisir un positionnement, de chercher à se différencier, de segmenter le marché, d'arbitrer entre le profit et la satisfaction du client. Certes, le fait de s'adresser plus fréquemment aux professionnels de santé, qui sont les médecins et les pharmaciens, qu'aux patients, entraîne des ajustements en termes de communication. Les besoins égalent le même en termes de marketing. Donc le laboratoire est une entreprise. Donc il doit chercher le profit, donc il doit chercher à se différencier, à segmenter le marché, à cibler, mais il doit s'adapter à la particularité du produit terreau, qui est destiné essentiellement à des prescripteurs, qu'ils soient médecins par la prescription proprement dit, ou qu'ils soient pharmaciens par le conseil, et adapter justement sa stratégie marketing selon la spécificité. Donc du fait des restrictions liées à la fixation du prix, à la distribution, à la communication, le marketing des produits de santé est par nature spécifique, puisque beaucoup moins libre pour certains produits que le marketing des produits de grande consommation. Bien sûr, par exemple, la publicité pour les médicaments, elle est interdite. Et notamment les médicaments, là en Algérie, je crois, ils n'autorisent même pas les produits OTC. Je n'ai jamais vu la télévision. Quand on dit Doliprane, paracétamol, en sachet, vous avez vu la publicité catastrophe. Un enfant farhan, un sachet d'école à Doliprane. Voilà, la récréation. Il y a des publicités. Déjà, probablement, ils l'ont interdit le message qu'ils véhiculaient. Parce qu'en Europe, c'est autorisé de faire la publicité pour les médicaments de libre-vente OTC. Le chauffeur Alviti, les trucs de la publicité. Alors, qui fait véhiculer le message?
Là, c'est le problème. C'est que même il y a des publicités catastrophes. C'est le producteur qui va aller le paroi ou le gâteau, et avec des médicaments, il y a le même message qu'il y a. Le laboratoire n'est même pas capable d'exiger son message ou de donner des directives, mais je vois, il donne le message qu'il veut. Par contre, les compléments alimentaires, ça va la publicité. Et des publicités catastrophiques. Mais des fois, j'ai des résultats. J'ai des résultats. Les résultats, les résultats, c'est clair et j'ai beau parce que ils essaient de s'adapter au consommateur. Le consommateur algérien, il brille le renard, il brille Zahra, il brille Dah. Donc, voilà. Donc, ils visent la mentalité. Ça, un produit de santé. C'est à toi d'élever le niveau. Tu as le consommateur, tu as un message, certes, tu as du rouleau de la chanson en guerre, mais un message quand même plus ou moins scientifique. Il y a des messages, il y a des publicités graves. Tu as un truc multivitaminique, tu as le sirop, et tu dis لها واش انا شباب ولادها ما كاع ما يمرضوش ولا نعجب على الصحيح. C'est grave. فوق نوصلوا un message تاع على طالب الصحيح فوق باسكو شعرها شباب. وهذه كاع publicité d'abaisser le niveau à ce point-là. Désolé. Malheureusement, je لقاو الباب مفتوح. Faire publicité, mais qu'est-ce qu'il y a de publicité? Pour le moment, il n'y a pas encore un cadre réglementaire. Alors qu'il y a une politique, mais tu me interview. C'est une chose qui touche la santé ou galvauder la parole. Donc il y a un travail à faire. D'ailleurs, on contribue à ce travail. Moi-même, je suis membre de l'Association nationale des pharmaciens algériens. Je suis responsable de la commission nutraceutique et pharmaceutique. On est en train de faire un travail justement sur l'état des lieux des compléments alimentaires et sur comment améliorer un peu le cadre de travail, le cadre réglementaire, surtout de communication. Parce que la communication est très importante. Certes, elle est ouverte pour le complément alimentaire, mais quand même, il faut qu'il y ait un certain niveau. D'ailleurs, on n'a pas le droit pour un complément alimentaire de parler d'indications thérapeutiques proprement dites. Par exemple, tu sais un complément alimentaire à la fertilité, à l'oligospermie, des trucs, des maladies. Donc, un médicament, plutôt c'est pas un médicament, c'est un complément alimentaire. Donc, complément alimentaire, tu dois parler, contribue au fonctionnement normal du système reproductif. Il y a des termes à utiliser. Donc, si l'hôpital a des maladies ou des effets thérapeutiques spécifiques, ça devient un médicament. Tu dois avoir un AMR. Mais avec ça, diabète, AHP. C'est catastrophe. Le complément alimentaire. Ça a ترجع المارشي حتى في الوقت ترجع parce qu'il y avait une demande. Voilà, c'est plus ou moins corrigé. Les patients, ils ont trouvé vraiment. Apparemment, parce que la composition terre, chaque année, il y a des trucs qui le diabète. Mais la façon de commercialiser, de communiquer dessus, c'était exagéré. Donc, comme si c'était un remède miraculeux. C'est un complément alimentaire avec le diabète à utiliser avec les médicaments. On ne dit pas qu'il guérit. Il est comme diabétique. Voilà, ça reste un complément alimentaire qui va aider à mieux gérer, mieux stabiliser la glycémie pour un diabétique. Voilà. Mais de là à le présenter comme un produit miracle, diminuer les patients, ce traitement terre, etc., c'est là le danger, malheureusement. Voilà, exactement. Donc, suivant. Donc là, ils doivent passer par les 4 grandes étapes, quel que soit le secteur concerné. Donc tout d'abord, malgré les spécificités, le marketing des produits de santé reste du marketing et la démarche marketing reste invariable et doit passer par les 4 grandes étapes, quel que soit le secteur concerné. Tout d'abord, la connaissance, donc c'est l'étude du marché, donc quoi commercialiser, à qui, pourquoi, combien, où. Deuxièmement, l'analyse, segmenter, cibler et se positionner. Quatrièmement, l'action, donc traduction dans les faits de la stratégie à travers les 4 P. Donc le marketing stratégique, on passe le marketing opérationnel, le mix marketing, donc les 4 P, product, price, place et promotion. Donc, quelles que soient les performances du produit de santé, du point de vue qualité, efficacité et sécurité, il court le risque de ne pas dépasser les frontières du laboratoire si une politique marketing adaptée n'a pas précédé sa mise sur le marché et si l'entretien de ses premiers succès n'est pas assuré, d'où l'importance, encore une fois, d'un plan marketing adapté.
Donc, marketing stratégique des produits de santé. Donc, je fais tout à l'heure le marketing stratégique d'une manière générale. Maintenant, on va l'adapter aux produits de santé. Tout d'abord, la segmentation. Donc, les conditions de segmentation pour un marché pharmaceutique. Donc, premièrement, il faut avoir la possibilité de le mesurer. Donc, je fais tout à l'heure la segmentation d'une manière générale. Donc, dans le domaine pharmaceutique, les renseignements disponibles concernant le côté quantitatif de l'activité du médecin ou du pharmacien, par exemple, nombre d'actes par jour, taille de la clientèle, attrait pour telle ou telle classe thérapeutique, mais malheureusement, peu de données sur l'aspect qualitatif de son activité, surtout le médecin. Donc, quand on a un médecin, j'ai 30 ou 40 patients par jour, le pharmacien a HIV, mais on ne peut pas savoir la qualité de son travail. Il n'y a pas des mesures. Il n'y a pas des organismes qui peuvent faire ces mesures. Deuxièmement, le segment doit être suffisamment grand pour être rentable et justifier une politique marketing spécifique. Donc, dans l'industrie pharmaceutique, pour un produit donné et existant, l'innovation se fait dans la communication. Il faut avoir des segments d'une certaine taille. Comme toujours, il y a des exceptions, notamment en ce qui concerne les produits très chers, à forte marge, qui s'adressent à des micro-populations, c'est les marchés de niche. Par exemple, les médicaments anti-cancer ou l'hépatite, ou là, bien que le nombre peut être mais les médicaments sont très chers. Donc le laboratoire qui malgré des petites quantités, il y a de c'est pour ça, par exemple, en Europe, il y a des télétons pour des maladies orphelines. Il y a des maladies tellement rares, tellement claires, que le médicament est nous sert, mais il n'y a aucun laboratoire qui veut le faire. Alors, parce que ce n'est pas rentable. Donc, chez nous, les chercheurs, les multinationales, les modards, les laboratoires pour faire la recherche et le développement le médicament, parce que ce qui coûte le plus cher un médicament, c'est la production. La production, les génériques, c'est de la cuisine. Donc, une machine, maintenant, avec une certaine qualité. C'est tout. Donc, mais le générique, un laboratoire générique, c'est pas très pire. Mais ce qui est difficile, les font la recherche et le développement, il y a une vingtaine de multinationales à travers le monde. Les Big Pharma, les Gouma, ils font la recherche et le développement. Donc ce qui coûte le plus cher, c'est ça. C'est la recherche et le développement des nouveaux médicaments. Ça prend une dizaine à une quinzaine d'années. C'est des millions de dollars de recherche et développement pour un médicament. Donc, certaines maladies, le marché qui a rentré, les laboratoires, tout simplement, ils n'ont pas d'intérêt. On fait une équipe de chercheurs pendant 15 ans où les ont des millions de dollars pour, je ne sais pas, 10 000 malades dans le monde. Donc, mais ils ne les médicaments. Donc, c'est pour ça qu'ils font des télétons pour ça. Les modrans à la recherche et le développement, les laboratoires pour financer la recherche et le développement pour ce genre de maladies. On appelle les maladies orphelines. Donc, troisièmement, donc le segment doit être facile d'accès. Donc, à la fois en termes de communication et de distribution. De cette façon, il sera plus facile au chef du produit. Donc, le chef de produit, c'est le responsable marketing, le laboratoire. Donc, le chef de produit, en premier lieu, ainsi qu'aux délégués médicaux et pharmaceutiques en dernier lieu, d'assurer leur stratégie de communication. Donc, bien sûr, ils peuvent avoir facilement accès aux prescripteurs, aux pharmaciens, pour pouvoir communiquer l'argumentaire de vente à un produit. Donc, premièrement, segmentation à travers les prix du produit de santé. Donc, on a les différents types de segmentation pharmaceutique. Donc, le laboratoire, lorsqu'il fixe lui-même les prix de ses produits, vise à maximiser ses contributions à la recherche et développement. Pour cela, il a intérêt à opérer sur des marchés segmentés. Donc, on a ce qui coûte le plus cher, la production des médicaments, ce n'est pas la production proprement dite, c'est la recherche et le développement pour créer ce médicament. Donc, c'est pour ça qu'un laboratoire, quand il crée un nouveau médicament, il a un brevet. Donc, lui seul peut vendre le médicament. Et généralement, le prix est toujours assez cher. C'est pour ça, généralement, le générique, il est 60% moins cher que le principe. Parce que le générique, il n'a aucun frais de recherche et développement. La formule radicibra, il achète la matière première, ou il paye. Alors que le laboratoire Princeps, il achète la molécule mère, donc il a contribué à développer, ça lui a coûté beaucoup d'argent. C'est pour ça que le Princeps est beaucoup plus cher. Donc, en effet, plutôt que d'exclure tel ou tel acheteur par des prix trop élevés,
il est pertinent de délivrer le produit à tout acheteur qui accepte de contribuer, même à minima, au financement de la recherche. Des fois, un produit innovant, je dis, il coûte cher, c'est normal, que certains marchés n'ont pas les moyens de l'acheter. Par exemple, un produit qui coûte 120 € là, en Algérie, qui se là 20 000 dinars. Donc, c'est à usage hospitalier. Donc, même l'État ne peut pas l'acheter. Donc, chez Diro, ils peuvent le proposer pratiquement à moitié prix. Genre, l'essentiel, avec le prix, au moins, il participe les frais de recherche et développement. Et au moins, le produit terme est disponible partout. Donc, il y en a par exemple, un pays, les Cheydir, qui rejoint un nouveau médicament, il copie, générique, même s'il n'a pas le droit. Il y a la population terme. C'est l'Inde. L'Inde, n'importe quel produit, il y a un taille. Ils pour le copier, ils parce qu'ils ont les moyens. Ils peuvent. Déjà, la matière première, les médicaments, dans le monde entier, et même les big pharma, donc les producteurs de molécules mères, ils font la matière terme, l'Inde ou la Chine. Donc, avec l'Inde et la Chine, c'est les principaux fournisseurs de principes. Par exemple, Pfizer, il va créer la molécule mère, mais il va la sous-traiter à la Chine et à l'Inde. Donc, l'Inde, il copie et il vient à la population terre. C'est juste pour traiter la population terre. C'est pas interdit? C'est interdit. عندهم تراب لا Là, moi, c'est pas interdit. L'État, il le dira. C'est qui m'a dit politique terre. Donc, segmentation à travers les prix du produit de santé. Donc, si cette segmentation aboutit théoriquement à une discrimination des prix en fonction de la proportion à payer des divers acheteurs, l'ajustement dépend en fait de leur capacité à négocier. Les acheteurs en position de force, dans la PCH, la pharmacie centrale des hôpitaux, donc elle va acheter pour tous les hôpitaux du pays. Les grands groupes de distribution, par exemple un grossiste, donc ils vont pouvoir négocier avec les laboratoires les prix. Ont la capacité d'obtenir des prix moins élevés que les consommateurs isolés. Donc, il peut y avoir aussi des remises. Par exemple, avec un certain montant, le début, il remise de 3, 5, jusqu'à 10%. Deuxièmement, segmentation selon les types de produits. Donc, la législation sur les brevets, le type de prescription et le mode de prise en charge par l'assurance maladie constituent autant de critères qui segmentent le marché des médicaments en trois. Donc, on a tout d'abord les princeps, les médicaments de spécialité, les éthiques ou les princeps. Donc, c'est des médicaments à prescription qui sont remboursés. On a les génériques. Donc, ce sont les copies légales des médicaments éthiques. Donc, le générique, c'est une fois le brevet avec le domaine public, le laboratoire généricaire a le droit de la fabriquer, bien sûr avec une autorisation ministérielle, tout ça. Donc des copies légales des médicaments éthiques qui ne bénéficient pas de brevet, mieux remboursés, surtout quand il y a application d'un tarif de référence. Donc à l'âge le générique, l'État essaie d'encourager parce qu'il coûte beaucoup moins cher que le princeps. D'ailleurs, même un système de tarif de référence, que le client il est libre, il dit le princeps ici, mais je rembourse le prix, le générique le moins cher, donc ce qui s'appelle le tarif de référence. Et le prix du générique le moins cher il est à 400 dinars, après l'autre générique il peut arriver à 450, 600, le prince il est à 700. L'État va rembourser uniquement 400 dinars pour pousser le consommateur à acheter le générique le moins cher. Donc divers pays et leurs structures, de santé usent d'une variété de moyens pour favoriser la prescription et la délivrance des médicaments sous leur nom générique, vu leur prix attractif, et ce, dans le cadre d'une meilleure maîtrise des dépenses de santé. Bien sûr, n'importe quel pays, c'est dans son avantage que le générique voit plus les MBA parce qu'il est beaucoup moins cher, voit il rembourse. Donc il essaie d'utiliser tous les moyens pour favoriser et pour promouvoir le générique. Troisièmement, les OTC, over the counter, donc c'est les produits de conseil. Les derniers firmes, les médicaments de libre vente, les compléments alimentaires, les dermocosmétiques, tout ce qui se vend dans une pharmacie qui n'est pas un médicament de prescription, de stricte prescription proprement dit. Donc ce sont des produits d'automédication en vente libre et non remboursables, de prescription facultative du médecin ou par conseil du pharmacien.
Donc il s'agit de 3 produits différents, répondant à des contraintes différentes et des stratégies différentes, d'où l'importance de bien spécifier les catégories de médicaments ou produits de santé produits par l'entreprise. Donc selon le produit que l'entreprise va fabriquer, va produire, va offrir au marché, elle devra suivre des plans marketing différents. Parce que chaque catégorie de produits a les avantages et les inconvénients. Par exemple, le médicament il est remboursé, donc les ventes sont beaucoup plus importantes, donc le laboratoire va vendre beaucoup. Par contre, il n'est pas libre le prix. La marche le complément alimentaire il est libre, le prix est libre, mais il n'est pas remboursable. Donc, mais il pêche des aides qui met les médicaments. Donc, chaque catégorie de produits a les avantages et les inconvénients. Où il est comment utiliser les avantages et les inconvénients à son compte. Donc, troisièmement, segmentation selon la cible, selon le prescripteur. Donc, la nature des produits de santé, produits de masse ou de spécialité, constitue 2 cibles différentes. Ainsi, pendant longtemps, les laboratoires ont ciblé les prescripteurs de masse, c'est-à-dire les médecins généralistes. Mais avec la réorientation de la recherche vers des produits de spécialité, dits de niche, la cible visée se réoriente vers les médecins spécialistes de ville et hospitaliers. Donc avant, à la force de vente, donc les délégués médicaux étaient beaucoup plus dirigés vers les médecins généralistes, surtout en Europe, parce que même les Européens, les malades. Et en Algérie, parce qu'ils doivent être un neurologue. Donc le gastro. Alors que normalement, on doit d'abord aller chez le généraliste, il y a le diagnostic, si c'est nécessaire, il vous oriente chez le spécialiste. Il y a une marche comme il se devrait dans ce cher pays. Donc, dans le modèle classique de promotion du médicament, sur quelques 100 000 médecins généralistes en France par exemple, près de 30 000 sont de gros prescripteurs ciblés. Donc là, on a la mention de ciblage par l'industrie pharmaceutique. Ils représentent le cœur de cible des laboratoires, de par leur nombre et leur poids dans le volume total des prescriptions. Donc là, les laboratoires opèrent ce qu'on appelle le ciblage. Donc il va chez n'importe quel médecin. Le délégué n'importe quel médecin, il va aller directement chez les médecins potentiels, ils ont un fort pouvoir de prescription, je suis sûr, et quand ils les médicaments autre cible, prescripteur qui constitue le pharmacien. Car pour un produit OTC, le laboratoire doit cibler le pharmacien pour une éventuelle prescription à travers son conseil. Là, par exemple, le complément alimentaire, pendant 3 ans, on n'a jamais été chez un médecin. Alors, parce que tout simplement, les produits là, c'est des produits de conseil. Jamais les choses ne sont un produit on sait bien qu'on peut directement le pharmacien, lui, il va nous conseiller. Après qu'il a la gamme pédiatrique, donc on a commencé à visiter les médecins pédiatres. Parce que pour un adulte, ça pour ton enfant, tu préfères toujours le conseil d'un pédiatre. Et généralement, c'est lors d'une visite à par exemple, une petite maladie, l'enfant a une pharyngite ou la tout par la même occasion, ça c'est le médecin, mon enfant a un chiffre, qu'est-ce que vous me conseillez? Donc le médecin va prescrire le produit. Donc depuis une année, qui vient comme pour la gamme pédiatrique, donc on a commencé à visiter les médecins en appui, en support. Voilà. Ah très bien. Quelle pharmacie? Ah, très bien. 2 flacons. Ça fait plaisir. Donc, segmentation selon la cible, prescripteur, dernière cible. D'ailleurs, ça va faire l'objet du thème du salon de la pharmacie le Pharmex. Ça va être la pharmacie 2.0, la pharmacie à l'ère du digital. Donc, vous avez tous remarqué, avec les réseaux sociaux, notamment Instagram, qu'il y a une nouvelle catégorie de prescripteurs libérés, c'est les créateurs de contenu. Malheureusement, il y a des créateurs de contenu qui n'ont aucune mention sur le domaine, donc beauty, je ne sais pas, complément alimentaire, mais il y a aussi des médecins, des pharmaciens, des psychiatres qui sont créateurs de contenu. Vous les 50K, 80K, 100K, ou bien sûr, mais aussi 1 ou 2 millions, parce que maintenant je suis ici, qui sont créateurs de contenu pour un contenu spécifique, jamais d'être 1 million, le 3 millions, et ce n'est pas le but.
parce que tu vises une certaine catégorie. Il est tellement avec le domaine, tu as 2 millions et 3 millions, parce que généralement 2-3 millions, ça va cibler la grande masse. Donc, tu as tout et n'importe quoi. Mais par exemple, un truc santé, healthy, nutrition, donc il est à 50K, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc, même les créateurs de contenu, c'est devenu aussi des prescripteurs. Les laboratoires, vous voulez aussi des collaborations. Vous avez vu, il y a beaucoup de nutritionnistes, de médecins et tout, qui font de la publicité des fois indirecte, des fois gratuite, des fois c'est juste des conseils, les produits à travers les réseaux sociaux. Voilà. Donc, dernière cible prescripteur qui pourrait être des leaders d'opinion, c'est les créateurs de contenu santé. Justement, à travers le Pharmex, pour la première fois, j'ai vu pratiquement tous les conférenciers, ça va être des créateurs de contenu. Donc, Instagram, on va parler de Pharmex. Donc, il y aura des créateurs de contenu, bien sûr, santé, donc pharma, IT, nutrition, etc., qui vont faire des conférences, justement, à différentes thématiques, justement, en rapport avec le digital marketing en termes de produits de santé. Donc, créateur de contenu santé, personnalité publique, suivi par un large public, toujours pour des produits OTC, donc de libre-vente, le laboratoire pourrait adapter par exemple une politique marketing digitale sur les réseaux sociaux basée sur ses ambassadeurs de marque et bénéficier de leur public cible. Exemple, concours Royal Appétit sur Instagram. Donc le lancement est le premier produit d'un Royal Appétit adulte. Donc il y avait à l'époque une créatrice de contenu, une pharmacienne, depuis elle a quitté les réseaux, donc c'est Coin de Sonia. Voilà. Coin de Sonia, elle est de Sétif, c'est une jeune pharmacienne. Elle était parmi les premières créatrices de contenu, qui est beaucoup plus YouTube, Instagram. Donc elle parlait justement des produits de l'appétit, ou qu'elle parlait les dérives de la cyproheptadine à l'époque, elle avait bouche les corticoïdes. Elle parlait qu'il ne faut pas aller vers les antihistaminiques parce que peuvent des effets secondaires, etc. Donc je l'avais invité à l'époque le Pharmex, j'ai présenté une présentation à le Royal Appétit. Oui, elle avait présenté une présentation à comment prendre du poids sainement. Donc elle n'avait pas parlé directement, enfin à la fin elle avait désigné le Royal Appétit. Donc, quelques mois après que le Sétif, et elle est d'origine Sétif, donc il peut afficher automatiquement. Donc, beaucoup de pharmaciens ont le produit là grâce à Sonia. Parce que tu peux avoir chaque fois qu'il y a le Pharmex, etc. Donc, des fois, avec des moyens très peu, voilà, donc avec des collaborations avec des créateurs de contenu, avec des collaborations intéressantes, mais des créateurs de contenu ciblés. Il y a une création de contenu, je ne sais pas, il n'a aucune relation avec le domaine, même il y a un auditorat, même il est bizarre, mais tu vas galvauder le produit. Donc, je sais pas, j'ai bien un comédien, tu les pharmacies, de la promotion de le produit, pour moi, même si j'ai le moyen de le faire, mais même des règles. Un produit de santé, ça reste un produit de santé, il est ta tête PME. Voilà, c'est-à-dire que c'est une pharmacienne. Donc, il a avec le produit voilà. Et même à l'état, il est crédible. Alors que j'ai bien un Instagram, je n'a aucune relation avec le produit TAC. Là, au moins le produit TAC, je suis pharmacien. Là, j'ai quelqu'un d'autre qui a le produit TAC. Donc voilà, pour tout ça pour dire l'importance du digital marketing. Donc c'est dans l'air du temps, donc c'est partout dans le monde. Donc ça reste un moyen marketing très impactant et innovant. Donc, chez les laboratoires, chez les sociétés, et on peut même nous-mêmes créer le contenu à travers notre propre entreprise. Donc, là, par exemple, j'avais la page d'un laboratoire Phytion sur Instagram qui a fait 3500 3600 abonnés. Donc, généralement, je m'appelle les laboratoires, où j'avais mon profil personnel, Dr. William Messaoud. Donc j'avais 500 ou 600, c'était le cercle d'amis des pharmaciens que je connaissais. Donc je voyais quand je publiais par exemple la même publication sur la page le laboratoire ou sur la page TAI, bien que le laboratoire qui a fait 3500 et plus abonnés, TAI fait 600, j'avais beaucoup plus d'interaction le profil TAI Dr. Messaoud que le profil le laboratoire. Donc, je me suis dit, c'est pas normal qu'il fait 3500, qu'il a fait 600. Quand j'ai fait une petite recherche, c'est une tendance
genre mondial. L'exemple est Elon Musk. Elon Musk, le profil personnel Terre, fait 5 millions d'abonnés. Tesla, l'entreprise Terre, fait 50 000 abonnés. Alors que Tesla, il fait le plus par rapport aux autres automobiles. Mais les gens intègrent beaucoup plus Elon Musk que Tesla. C'est à travers la personnalité, l'ITBE, les produits. Donc, je me suis rendu compte qu'effectivement, tout simplement, la nature humaine, ils sont beaucoup plus curieux et ils mettent de la crédibilité beaucoup plus à l'être humain qu'en entreprise. Donc, même tout le même conseil, par exemple, peut-être le sport, le vélo et tout, mais quitter l'entreprise, pour eux, c'est de la publicité. Mais quitter en tant que pharmacien, en tant qu'expert, c'est un conseil. Donc, il y aura plus d'interaction. Donc j'ai commencé à élargir un peu le contenu. Donc la nutrition, le Nutri-Score, etc. Donc rapidement, en 2 mois, les formations et tout, le profil plan 600K, 3700K. Donc il y a eu beaucoup plus de personnes qui suivent. Donc ça s'appelle le personal branding. Donc c'est la marque par la personne. Donc c'est vous-même qui pouvez être votre marque. Surtout, les créateurs de contenu, ils ont lancé leur propre marque. Ils ont beaucoup plus de facilité qu'une marque, mais elle est inconnue. Donc c'est aussi un moyen marketing, c'est de faire valoir les produits de tech à travers ta propre personne et à travers ta propre expertise. Donc à l'intérieur, ça reste un moyen marketing important. Donc, le positionnement, deuxièmement, le positionnement. Donc, le positionnement est une politique volontariste de l'entreprise qui consiste à choisir où on se situe sur un marché, face à quel concurrent et avec quelle proposition de valeur claire pour les clients. Donc, dans le domaine du pharmaceutique, et contrairement au reste de l'industrie, la différenciation du produit pharmaceutique peut durer très longtemps sans que rien ne vienne jamais remettre en cause cette supériorité. Pour un médicament Princeps, donc il ne va pas avoir de concurrence pendant 10 à 15 ans tant que le brevet va en main. Donc il va juste faire un rappel au médecin, mais le produit TAO il existe toujours. Mais il n'y aura pas un danger de la concurrence. Donc d'une part, parce que la conception d'un produit identique peut prendre des années, d'autre part, parce que certains produits différenciants sont sur des niches qui ne seraient pas rentables à plusieurs. Il y a même par exemple, les laboratoires bien comme les Big Pharma, donc des fois, sur le loup les produits, mais c'est où je suis concurrentiel, parce que le marché n'est pas très grand, parce qu'il y aura plusieurs. On va voir justement un exemple. Suivez-moi. Donc, exemple, les gros marchés des anti-inflammatoires concernent la rhumatologie avec une dizaine de produits. Les anti-inflammatoires, la plupart principalement les rhumatologues, pour les douleurs articulaires, etc. On a une dizaine de molécules. Le deuxième marché est celui de l'inflammation de la sphère ORL avec 2 ou 3 produits. Donc, les anti-inflammatoires, les stamines, les sphères ORL, mais que je disais. Donc, on a l'ibuprofène, on a l'imiflurine, donc il n'y a pas beaucoup. Troisièmement, il existe cependant un marché avec un seul produit, celui de la gynécologie. Donc, je connais l'anti-inflammatoire des stamines, des douleurs menstruelles. Sidolgine, et quoi? L'urbiprofène, voilà. Il y a une seule molécule. Tellement le marché serait, une fois que le joueur est nouveau, il y a concurrencer parce que c'est un marché de niche. Donc, il existe cependant un marché avec un seul produit, celui de la gynécologie. Ce produit est attribué une image différenciante, l'action sur les dysménorrhées, donc les douleurs entourant la période des règles chez certains patients. Donc c'est un petit marché comparé à la rhumatologie et aucun produit aujourd'hui ne va être développé pour le concurrencer compte tenu du chiffre d'affaires potentiel. Seul un produit générique démontrant les mêmes avantages sera en mesure de créer une situation de concurrence. Et ce qui s'est passé en Algérie, donc le générique, plutôt le Princeps, il n'existe plus, donc on a créé une règle générique, mais il y a toujours une seule molécule. L'ibuprofène, il n'y a pas eu d'autres molécules pour la même indication. Déjà, on est offre le naturel, tout ce qui est douleur de règles et tout, ils préfèrent alors exactement, maintenant le complément alimentaire commence à concurrencer le médicament, tout simplement. Donc c'est pourquoi différencier l'offre est aussi important. Différencier un produit consiste à mettre en avant un avantage unique qui permet aux consommateurs de distinguer le produit de ceux de la concurrence.
Donc, premièrement, la différenciation du produit pharmaceutique. Suivant. Donc, différencier un produit consiste à mettre en avant un avantage unique qui va permettre au consommateur de distinguer le produit de ceux de la concurrence. Ainsi, cette différenciation, appliquée sur un marché du médicament, doit être importante. Donc, une différence pour être réellement perçue par le consommateur doit offrir un avantage conséquent. Et cela peut être possible en industrie pharmaceutique en misant sur l'étape de la recherche et développement. C'est dès le départ, il faut qu'il y ait une innovation, le produit. Deuxièmement, avantageuse, en tant que réponse à un problème, elle apporte la meilleure réponse possible par rapport aux réponses alternatives des concurrents. Exemple, moins d'effets indésirables sur un médicament, produit naturel, production locale. C'est ce qu'on met en valeur à la différenciation. Donc, production locale, produit naturel, une gamme différenciante, une marque en bref, on va la voir tout à l'heure. Suivant. Compréhensible. L'avantage doit être suffisamment clair pour pouvoir être communiqué et démontré de façon explicite par la chaîne responsable de la communication du chef de produit au délégué médical. Donc l'avantage il est le produit pour se positionner, il est la communication assez claire, la conception du chef de produit, le responsable du marketing, le délégué médical qui va véhiculer la communication et le message du médecin, aussi clair que possible. Quatrièmement, attribuable. Donc cet avantage doit pouvoir être attribué en permanence au produit et ne pas être copié par d'autres produits nouveaux ou génériques à travers différentes stratégies en industrie pharmaceutique, comme l'exemple de la stratégie de relance de la marque originale en optant pour d'autres segments, ou la reconversion des produits à prescription à celui d'un produit d'automédication. Malheureusement, on a pratiquement dans les produits d'automédication, donc même un traitement pour l'hypertension, là, dans la pharmacie, c'est sans ordonnance. Mais en Europe, par exemple, c'est listé, qui m'a créé les médicaments listés, qui est sans ordonnance, qui est à part les psychotropes, les sans ordonnance. Donc, demain en Europe, par exemple, un médicament est sous prescription, donc le producteur il peut les délister. Déjà, automédication, par exemple, on va voir l'exemple d'un antihistaminique, le Claritine, qui est sous prescription, qui est le brevettaire dans le domaine public, même les génériques, déjà en libre vente, donc OTC, donc le marché terme. On va voir donc, cinquièmement, accessible. L'avantage conférant au produit une valeur ajoutée supérieure, un prix supérieur peut être demandé. Il doit néanmoins rester dans les prix de la cible visée. Donc, généralement, qui donne un avantage de plus, c'est clair que le coût va être en plus. Mais malgré ça, il est retenu le prix, mais clash bizarre, tel est accessible la cible terme. Sixièmement, rentabilité. Donc l'excédent d'exploitation dégagé par l'avantage doit enrichir l'entreprise, c'est-à-dire que le budget alloué à la recherche et développement doit porter ses fruits. Donc bien sûr, il faut que le marché soit toujours rentable pour que l'entreprise soit subsistée et pouvoir lancer toujours de nouveaux produits à travers la recherche et le développement. Les outils de la différenciation des médicaments. Donc, toute la stratégie durant le cycle de vie du produit aura pour but de combler l'écart entre le positionnement idéal défini par l'entreprise et le positionnement réel, c'est-à-dire l'image que possède le consommateur du produit. Ainsi, les outils de différenciation des médicaments se caractérisent par les éléments suivants. Donc, premièrement, la différenciation par le produit. Donc la fonctionnalité. Exemple, adopter le médicament pédiatrique au métabolisme de l'enfant à un coût abordable. Par exemple, le produit pour adultes en gélule, ça a bien marché. Donc on s'est dit, ça serait bien de pouvoir l'adopter à l'enfant, parce qu'il y a aussi une très grande demande les parents et les enfants qui ont une meilleure couche, donc sous forme pédiatrique. Donc, mais la fonctionnalité, c'était d'adopter le produit l'adulte chez l'enfant, en forme pédiatrique. La performance, donc effet thérapeutique optimal. Donc, les laboratoires, un médicament, le cœur de métier, c'est quoi? C'est justement l'effet thérapeutique dans le produit. Donc, le maximum, c'est l'effet du produit. Déjà, le produit, il est
l'effet attendu de consommateur est cool optimum. La conformité, le médicament doit préserver son côté éthique. Par exemple, certifié bio, certifié BPF, les bonnes pratiques de fabrication, gélules végétales. Donc, Care, c'est genre des valeurs ajoutées de laboratoire résidents. Comme l'exemple du Tanakna, les produits de la ruche actuellement, c'est des produits, les premiers produits de la ruche en Algérie certifiés bio. Donc, la prochaine production, l'emballage, on va le mentionner. Produits de la ruche d'Algérie certifiés bio, avec AB. Donc, ça va être un gage de qualité de plus. Aussi la gélule végétale, par exemple, si on utilisait la gélule végétale, on l'aurait mentionné. Malheureusement, la gélule végétale, elle est trop chère. C'est 4 à 5 fois le prix d'une gélule bovine. Là, en Algérie, ça n'a pas de d'incidence. En Europe, par exemple, il y a les végétariens et les végétaliens. Ça le dérange qu'il y ait une gélule d'origine bovine. Le Canada, les animaux, donc, quand il y a une gélule végétale, il va aller vers ce sens. Mais là, en Algérie, c'est le problème. Donc, la gélule végétale et la gélule bovine, c'est la même chose. Donc, on aurait aimé faire la gélule végétale, mais le coût est là. Donc, pour le moment, on dit une gélule végétale, et le consommateur algérien n'a forcément une attente de payer plus pour avoir la gélule végétale. Et pourquoi pas cibler les malades qui mangent sans gluten, les malades cœliaques? Et on peut aussi développer des produits sans gluten. Par exemple, les non, produits... pour la gélule, ils ne peuvent pas prendre des gélules. Après, c'est un marché de niche. Ouais. Donc, les malades sans gluten, les radicaux, le produit le produit à un prix supérieur. Donc, aussi, c'est une étude à faire entre le marché existant et le coût, les radicaux. Par exemple, une gamme de produits sans gluten, des biscuits sans gluten. Là, ça n'a pas de problème parce qu'on a un produit spécifique libre, de petites quantités, même les maquinages kubéra, c'est la mieux. Mais pour développer un produit, un complément alimentaire spécialement libre, le coût de revient, ça serait trop cher. Donc après, tu as des comprimés, par exemple, avec carrément la gélule. Par exemple, le prochain produit de l'océan en comprimé. Donc, on fait carrément la gélule. Donc, après, tu as système le gain. Les personnes qui ont des problèmes avec le gluten et les personnes cœliaques, qui ont un problème avec le gluten. Là, oui. Vous voyez? Donc, en gros, toute une question de calcul et de proportion, le marché est ciblé, le produit les radicaux proposent. Nous, là, on aime dire en comprimé. On était justement pour que ce soit un produit 100% naturel. Mais le problème des Canadiens, donc, c'était l'odeur. Donc maintenant, on a trouvé une solution, c'est de pelliculer le comprimé. Donc, quel est le comprimé qui faut pelliculer? Donc, la pellicule indique, c'est la dragification, c'est un truc de sucre. Donc, ça masque l'odeur et le goût. Donc, si on arrive à pelliculer les comprimés, donc on peut les proposer tendus sous forme brute et sans problème avec l'odeur. Donc, on pourrait, par exemple, pour les prochains produits, la forme comprimée. Ou juste une petite anecdote. Qui enseigne le produit d'un comprimé gélule. La première gélule qu'on a c'était une gélule opaque, donc rouge et blanche. Donc on a eu des remarques des consommateurs le comprimé qu'on a chauffé naturel, bien fait le pollen. Et dans la gélule, l'effet naturel, ils étaient déstabilisés. Il faut probablement les carrément pour vérifier. Mais psychiquement, ça les a déstabilisés. Dès que l'autre, mais quand il y a la gélule transparente, période de lancer de la production, heureusement, en Algérie, on n'arrive pas à avoir la matière première qui est vraie. Donc, on était obligé de lancer avec la gélule. Donc, la prochaine production, de lancer la gélule transparente, les chauffe directement, qui m'a chauffe le comprimé directement brut. La gélule, chauffe la couleur est jaune. Donc, c'est la couleur, le pollen, le curcuma, c'est vraiment la poudre de plante organique. Donc, ça les a rassurés. Donc, il y a eu une remarque des pharmaciens. Quelqu'un dit client, le comprimé que je chauffe au spa, la poche, perturbé, la gélule jaune. Donc, les outils de la différenciation des médicaments, le design, le packaging, comme on a dit tout à l'heure, est très important. Donc, le médecin a besoin d'un conditionnement adapté à la prescription, le pharmacien d'un emballage fonctionnel, compact qui évite toute confusion et au contraire aide au repérage. Quant au patient, la première mission du packaging est de l'informer, de le rassurer et de protéger le produit qui est à l'intérieur.
Donc voilà par exemple le packaging les emballages. Donc c'est le roi et appétit pour habiter, les deux premiers produits lancés en 2019. Regardez le sirop. Déjà on a fait l'effort de faire le présentoir. On était pratiquement les premiers à faire le présentoir en Algérie sous forme cartonnée. Donc je suis présentoir sur le. Donc avec qui comme il y a un pharmacien, mais quand je donne la place sur le comptoir. Donc même qui il directement pour le blanc, qui j'ai un grossiste, qui j'ai un pack, il est un présentoir. Donc pour les pharmacies qui ont l'espace et tout, le fait de le présenter le comptoir, ça aide et facilite le conseil. Déjà par exemple pour enfants, déjà l'enfant peut être attiré directement les. Je rêve la petite abeille, il demande c'est quoi, etc. Le parent est s'assied, il voilà, c'est pour l'appétit, il voilà, tiens, mon enfant achète le bizarre, est-ce que c'est efficace? Oui, c'est efficace. Donc ça aide le conseil. Donc, le présentoir, c'est très important, ça fait partie des moyens de merchandising. Donc, c'est une stratégie marketing, de merchandising, pour améliorer la présentation des produits, pour faciliter et augmenter la vente. Et bien sûr, tout ce qui est couleur, tout ce qui est charte graphique, est minutieusement travaillé pour reproduire, pour traduire les valeurs clés dans les laboratoires de Phytéos, qui sont la nature, le plantes médicinales, l'écriture, etc. Suivant. Donc la différenciation par le service. Donc les délais de distribution, par exemple, dans le laboratoire, le distributeur, la formation, donc la formation continue du prescripteur et du pharmacien à travers les focus group, les animations, les conférences. Par exemple, je les faisais déjà quand j'étais délégué médical en 2012 à la multinationale japonaise. Donc on faisait des conférences, plutôt des focus group pour les médecins, notamment hospitaliers, laboratoire avec les médicaments, des préceptes, des psychotropes atypiques. C'était le Loxapac. C'était un concurrent qui a Zyprexa, Abilify, etc. Donc je crois les préceptes vraiment marqués en termes d'ingénierie de terreau. Voilà. Abilify toujours sur le. Voilà. Donc, Loxapac, c'est le seul qui a le générique. Donc l'Abilify qu'on fait, le Solion qu'on a un à Sanofi. Donc c'était les trois concurrents directs. Zyprexa, Abilify, Solion. Là, on était l'Oxapac. Donc on faisait des focus group pour les médecins hospitaliers. Par exemple, le pavillon 35, c'était pour du psychiatrique. Donc on a dit le pavillon 35, de la psychiatrie. Donc on regroupe tous les médecins, présenter des études, etc. Donc ça aussi, ça rentre dans le cadre de la formation continue. Le personnel de santé, pour la promotion toujours dans les producteurs. Voilà. Donc même pour les producteurs, là, on fait beaucoup plus pour les pharmacies. Donc des focus group pour les équipes officinales dans les grandes pharmacies. Nous avons des animations après la même journée. Voilà, sur le lieu. La différenciation par le personnel. Donc il faut jouer sur la compétence, la courtoisie, la crédibilité, la fiabilité, la serviabilité et la communication du personnel. Donc toutes ces caractéristiques doivent correspondre à un chef de produit pharmaceutique ainsi qu'à ses délégués. Encore une fois, le laboratoire doit être jugé à travers ses délégués. Parce que le médecin, le pharmacien, le laboratoire risque d'inviter. Mais qui fait le chevaux à travers le délégué. Donc il faut un délégué qui est bien communiqué, qui est bien présenté, qui passe bien le message. Le pharmacien, le médecin va avoir une bonne opinion du laboratoire. Si c'est l'inverse, l'opinion sera l'inverse de ça. Donc les outils de la différenciation, toujours, la différenciation par l'image. Donc les symboles représentent la quintessence de la marque. Donc là toujours, on voit toujours les produits naturels. Donc que ce soit pour le roi et l'appétit, déjà c'est la même charte graphique. Donc même si les couleurs diffèrent, donc en voyant n'importe quel produit de Phytéos, donc on sait automatiquement que ça c'est la marque Phytéos. Voilà. Donc par exemple, que ce soit pour le produit à l'appétit ou à la minceur, on voit toujours l'horizon. Donc là c'était un truc vert, voilà. Là c'était un truc. Le produit minceur, c'est beaucoup plus destiné aux femmes, généralement c'est beaucoup plus les femmes qui utilisent le produit minceur. Donc on est allé vers une couleur qui va plus vers les femmes. Donc c'est le mauve. Donc là, c'était un champ d'herbe, là c'était un champ de fleurs. Tout simplement mauve, qui a la même couleur que le non naturel minceur. Dans naturel, on a fait une feuille. Donc là, les détails, c'est moi-même qui l'ai fait avec l'infographe. Donc ça peut paraître banal, mais ces petits détails-là
qu'on arrive à voir exactement le produit qu'on veut et cibler exactement le consommateur qu'on veut. Voilà. Donc, si la pharmacie ou donc toujours le travail du produit masseur, elle est obligatoire pour faire penser à un produit masseur. Donc, la ceinture avec les deux produits naturels. Donc, pilier, barbe et carreau. Voilà, ce genre de détails, ça compte vraiment. Donc, les médias, pour ce qui est des marques à prescription facultative, donc on peut faire la publicité pour la télévision, le même des passages. Par exemple, je passe souvent des émissions télé, donc d'ailleurs, je les partage sur mon réseau. Sur le canal Algérie, mais dernièrement sur une chaîne web, voilà, donc Gilles Désert, Fla Radio. Donc aussi c'est important de se positionner comme expert dans le domaine. Donc il y a des affaires beaucoup plus de relations publiques. Donc même si on n'est pas un grand laboratoire qui a les moyens de faire la publicité pour la télévision, donc on peut au moins participer dans des émissions télé en tant qu'expert et faire valoir son expertise dans le domaine de la phytothérapie. Les événements, donc les congrès, les journées scientifiques, dans pratiquement tous les salons de la pharmacie, on est présent. Donc, à Oran, depuis l'inauguration du salon de la pharmacie, sa première édition 2018, on était présent. On n'avait pas encore le produit, mais j'avais fait déjà des conférences. 2019, pratiquement chaque année, on a un sortement, donc on est présent à travers les produits Cana et même les conférences. Je fais souvent des conférences pour le Internet. Depuis l'année 2021, on a participé au salon au niveau national. Donc on a participé au salon de Hanaba, la prochaine fois, Inch'Allah, Alger, Constantine, etc. Donc aussi c'est important la visibilité, les événements, notamment les salons, les journées scientifiques. On a participé aussi à la journée scientifique de pédiatrie, donc à la Société des pédiatres de l'Ouest. Donc la dernière édition d'Idel à Oran, donc on était aussi présents. Donc voilà. C'est la différenciation par l'image. Le positionnement d'un produit pharmaceutique, donc les stratégies de positionnement des médicaments. Le positionnement d'un produit pharmaceutique se traduit par différentes stratégies. Premièrement, la stratégie d'imitation. Alors, les génériques. Vous avez remarqué que les génériques dans le paracétamol sont faits. Là, parce que dans les brands, c'est pas tout simplement. Donc, la stratégie d'imitation pour le positionnement d'un médicament définit purement et simplement le concept du médicament générique, qui constitue en sa nature de copie l'imitation du médicament principal. Il y a même une marque, les Fajr, qui fait du copier-coller dans le médicament principal. Bon, c'est ça. Oui, mais le nom, c'est le nom à décider. Par exemple, moi, c'est d'anglais. Le packaging, il a pratiquement les mêmes couleurs, les mêmes dessins, les canines, le principe. Tout simplement pour répondre à un besoin qu'a le pharmacien. Le pharmacien qui a personne à les personnes âgées. Donc, il le principe, c'est capsule. Donc, mais il est importé, il est généré. Il يقول لها بدي بدلوا لها l'emballage. Des fois يحصل يقول لها لا اعطيني الاول القبصه الاولى انا موالف هذا ما خرجش عليا منها. Donc le générique هذا il a fait une copie تاع الباكاجين. Mais qui pharmacien يمدها la personne âgée, ils ne se rendent pas compte que ça a changé. ويديه وما يصدروش. Voilà, tout simplement. La stratégie de différenciation. Donc, face aux mutations et aux exigences qui caractérisent l'industrie pharmaceutique, les laboratoires repositionnent les blockbusters, donc les produits qui marchent le mieux, de masse, vers les blockbusters de niche, en privilégiant les produits traitant les pathologies graves à destination de l'hôpital ou des médecines spécialistes. Troisièmement, la stratégie d'innovation. En se positionnant avec des produits de niche à forte valeur ajoutée, les laboratoires sollicitent donc plutôt les biotechnologies et ses ultimes développements, entre autres, qui permettent un processus de découverte plus rapide et potentiellement moins cher que dans l'industrie traditionnelle. Bien sûr, encore une fois, pour le Big Pharma. Enfin, positionnement et politique de marque. Donc, l'utilisation des effets de marque est une des stratégies mises en œuvre par les firmes pour prolonger le cycle de vie d'un médicament dont le brevet arrive à échéance ou qui fait l'objet d'un switch OTC. Donc, les produits à prescription, produits de libre service. Donc, ces stratégies s'appuient soit sur la réputation du principe auprès des prescripteurs et des patients, soit sur la réputation du laboratoire qui commercialise les produits. Il y a même par exemple certains laboratoires n'ont pas voulu baisser les prix de principes les génériques pour garder toujours l'image de marque Tarom. Ils ont créé un laboratoire générique avec un autre nom, l'Itebalo. La Wintrop. Wintrop, c'est une marque générique à Sanofi.
كانت لي ميم دابيتيك اورو اللي خدموهم سانوفي كانوا كاين الجينيريك تاعهم انا حكمه كنديتو سانوفي صنعت بيتروب بيان سور سي او نيفو مونديال ولاو يتكوميرسياليزيو لي جينيريك تاعهم موان شار ابخي ما سي بلو ديسپونيبل en Algérie. Donc, les stratégies s'appuient sur la réputation de c'est bon. 4 stratégies. Donc, 4 stratégies de marque sont classées. Elles consistent à proposer sous le même nom que le produit original un médicament comportant soit un nouveau dosage. Il y a par exemple à 500 mg, Doliprane 500 mg, nous le proposons à 1000 mg. Donc, c'est un produit de plus. Donc, c'est le même produit mais un nouveau dosage. Soit une nouvelle formulation, nouveau mode d'administration, libération prolongée, éventuellement retable elle aussi. Par exemple, le diclofénac, qui est à 50, à 100, va être le LP, la libération prolongée. Donc c'est une nouvelle voie d'administration, c'est une nouvelle forme de libération. Avec le voie apicutana pour enfants, qui est pour adultes, de là une nouvelle voie d'administration, plutôt une nouvelle forme pharmaceutique pédiatrique adaptée aux enfants. Soit une nouvelle variation moléculaire, sel, éther, etc. C'est le cas du Rapidus. Le Rapidus, c'est quoi? Molécule terre, dans ici. C'est le diclofénac de potassium. Diclofénac, potassium. Le sodium, voilà. Donc chez Delona, ils ont changé le sel. Donc à l'âge, pour sa rapidité d'action. Voilà. Donc une nouvelle variation moléculaire, sel. Même pour les hypertendus. Oui, ça peut aussi bien que je ne crois pas que la concentration est significative de sel est hypertension, mais surtout le sel de contention il est beaucoup plus rapidement absorbé. Donc c'est pour jouer sur la pharmacologie, donc la pharmacocinétique le produit, donc il a un effet beaucoup plus rapide d'absorption. Soit une nouvelle association d'une molécule avec une autre. Par exemple, en Allemagne, Eng associe les principes actifs de Zocor, simvastatin et désétrol, ézitidine. Donc, les associations entre deux molécules. Donc, toute combinaison de ces 4 stratégies est bien sûr possible. Donc, voilà, là, on a fait ce qu'on appelle les associations. Donc, on a vu le white appétit enfant. Donc, la propolis ou la white appétit plus immunité. Donc, pour aller sur 2 indications. Donc, en même temps, pour restaurer l'appétit pour la prise de poids et en même temps pour renforcer le système immunitaire pour éviter les infections à répétition. La même chose, on a le royal appétit croissance, la spiruline. Donc la spiruline, justement, donc elle est bourrée d'oligo-éléments minéraux, vitamines, donc pour éviter les carences en vitamines et en minéraux, pour éviter par exemple les anémies à répétition, etc. Donc elle est une marque embrun qu'on a créée. Donc, grâce à la réputation qu'a le Royal Appétit enfant, on a lancé le sous-produit Hendo, la marque embrun, Royal Appétit plus immunité, Royal Appétit plus croissance. Prochainement, on va lancer Royal Appétit plus intellect. Donc, il y a les oméga 3, donc pour la mémoire et la concentration, ainsi de suite. On peut agrandir la gamme illimitée à la scène des indications. On prend toujours l'avis des médecins pédiatres. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de telle association, de telle indication, est-ce qu'il y a une demande, etc. Donc, on lance le produit. Donc, il y a toujours une étude de marché. Donc voilà, les marques pharmaceutiques ombrelles. Donc plus récente, la stratégie des marques ombrelles ou marques globales se développe rapidement. Donc les marques ombrelles sont des noms de fantaisie communs à plusieurs médicaments et assortis d'une allégation distinctive à chaque produit. Donc par exemple, la firme Sanofi utilise son produit phare, le Doliprane, pour développer de nouveaux produits tels que Dolirum et Dolicaps. Donc Dolirum, oui, j'ai tout simplement Doliprane, parce que Doliprane, Mishavaya, très joue Dolirum pour le rhume. Dolicaps, c'est des tablettes, c'est des pastilles. La même chose pour Urgo. On continue. Donc de son côté, la firme Urgo, propriétaire de la marque Humex, la décline en 16 produits différents, comme Humex mal de gorge, Humex TS pour le codeine, Humex pour le doigt, donc surtout Humex, là, la première des produits derniers. Qui fait le dernier Humex aussi, Humex Libre. Humex Libre, donc pour dormir. Non, c'est à libération prolongée. Ah, d'accord. Pour les hypertendus ou les femmes enceintes. D'accord. Très bien, donc voyez. Et c'est à prendre un comprimé chaque 24 heures à renouveler. Très bien, très bien. Qui se mot Humex Libre. Libre, d'accord, la commercialisation là. Donc voilà, elle est toujours de troll.
la marque Ombrelle. Donc Humex déjà marron. Donc à chaque fois qu'il y a un nouveau produit, donc ça reste toujours sur le nom Humex. Donc la même chose que sur le Royal Appétit. On aurait pu par exemple garder le nom Vidéance, on dit un nom directement à l'immunité. Mais non, vu que le Royal Appétit a déjà un code, je préfère garder le Royal Appétit. Parce qu'en fond, c'est plus immunité, plus croissance, plus mémoire, etc. Suivant. Donc, dernière autre politique, c'est la politique de switch, Princeps OTC. Donc, le switch Princeps OTC est une stratégie définie comme le transfert volontaire de statut du molécule à prescription médicale obligatoire à celui de molécule à prescription facultative, c'est-à-dire OTC. Donc, les politiques de switch présentant de nombreux avantages pour les firmes, elles permettent de prolonger le cycle de vie du produit. Pour cela, elles doivent être accompagnées de nouvelles décisions en matière de prix en relation avec le marché sur lequel entre le produit. Donc, il y a des kilomètres donc pour que le produit reste toujours en vente. Donc, il y a le genre du produit sous prescription, des produits en libre blanc, bien sûr, avec des produits moléculaires. Le laboratoire qui produit des princeps suivants. Donc, en effet, contrairement au marché des princeps, celui des OTC n'est pas complètement régulé, et le produit est payé par les patients. Donc, par ailleurs, la stratégie de suite constitue une réponse à la concurrence nouvelle à laquelle est confrontée une molécule à l'expiration de son brevet. Donc, on a un exemple à la clarité, la loratadine, lequel est sous prescription le juin, le 3 suivant. Voilà, à propos de la formation. Donc, encore une fois, la partie indice, c'est une partie de formation plus détaillée de 2 jours, 12 heures de volume horaire. Donc, l'évolution des marchés des produits de santé en Algérie pèse à la fois sur les stratégies marketing des laboratoires et des autres entreprises du secteur, sur les règles de fixation des prix, sur la communication, la distribution, etc. Donc, cette formation analyse les spécificités du marketing des produits de santé et les particularités de sa communication professionnelle, ainsi que sa force de vente. Donc, la partie avec la production, on a beaucoup plus à le marketing, mais il y a d'autres parties, la communication professionnelle, la force de vente, la formation de Donc, objectif de la formation, l'objectif est donc de comprendre les bases, les tendances, les enjeux et évolutions du secteur, afin de pouvoir redéfinir les fondamentaux du marketing de santé en fonction de ses spécificités, dans le but de construire et adapter sa démarche marketing à appliquer sur ses produits. À qui s'adresse cette formation? Marketeurs évoluant dans le secteur de la santé, chefs de produits juniors, médecins, pharmaciens et biologistes qui prennent des fonctions marketing et ou commerciales et médicales, telles que les délégués médicaux et pharmaceutiques, superviseurs, directeurs commerciaux, distributeurs industriels, étudiants en fin de cursus dans les spécialités médicales ou commerciales désirant faire carrière dans le secteur des produits de santé. Programme de la formation. Premièrement, notion de base et concepts clés du marketing. Donc, les concepts clés du marketing, notion de besoin, désir, demande, et je viens tout à l'heure. Le marketing stratégique, segmentation, ciblage et positionnement. Le marketing opérationnel, donc un usage, je viens tout à l'heure. Le marketing opérationnel, c'est le marketing mixte, les fameux 4P. Deuxième chapitre, la communication professionnelle. Donc, comment apprendre à travailler la confiance en soi, l'allure professionnelle, le discours professionnel, et enfin le langage du corps. Troisième chapitre, le marketing des produits de santé. Donc, tel est tout à l'heure, les spécificités du marketing des produits de santé. Le marketing stratégique des produits de santé, qu'on a vu tout à l'heure. Le marketing opérationnel des produits de santé, donc les 4P adaptés aux produits de santé. Et enfin, comment élaborer un plan marketing. Donc voilà. C'est là que s'achève notre troisième et dernière conférence. Donc, je vais vous ajouter un petit supplément. Donc, à propos déjà de Phytéance, une petite présentation de laboratoire Phytéance. Donc, dans la perspective d'une approche globale de la santé et du bien-être naturel, les laboratoires Phytéance proposent des compléments alimentaires riches en extraits actifs issus de la nature et détenant une faculté unique d'assimilation par l'organisme, garantissant ainsi leur efficacité. Donc, l'objectif étant d'allier tous les bienfaits thérapeutiques de la phytothérapie moderne
à la facilité et la sécurité d'emploi des formes pharmaceutiques, telles qu'on a parlé tout à l'heure. Donc, je vais vous partager un peu mon parcours professionnel et étudiantin. Donc, tout d'abord, j'ai commencé moi aussi avec un club scientifique. Donc, c'est pour ça que je félicite Adjuva, que je vous demande d'applaudir. Vous m'avez vous avoir permis la conférence et on peut même dire que c'est une formation, pratiquement c'est une journée de formation où j'ai pu vous proposer les premières parties, les bases de chaque formation de l'Indilorum, donc phytothérapie, phytocosmétique et marketing des produits de santé. Donc je vous encourage grandement à adhérer le club scientifique Adjuva pour les étudiants en pharmacie, les autres étudiants aussi adhérer au club scientifique Terracom. Les clubs scientifiques sont vraiment des écoles. Moi-même, j'ai commencé, j'avais à peine 20 ans, c'était ma première conférence. D'ailleurs, il y a ma collègue Mariana, donc elle fait partie de ma promo, donc il était le club scientifique. Et on avait déjà à l'époque, en première, deuxième année étudiant en pharmacie, et ça remonte à 2007, 2006, 2007, 2008. Donc on faisait déjà des conférences aux lycéens, par exemple, qui m'a dit que c'était une conférence sur la sensibilisation anti-tabac. Donc déjà, il y a 16 ans de cela, quand même, le plus, où on faisait ce genre d'action. Là, c'était une sortie, le jardin d'essai botanique à Alger. On a commencé à aimer la phytothérapie déjà à l'époque. Là, c'était une visite à laboratoire pharmaceutique, sans mal exactement. Voilà, c'était pendant la grève en 2011. Et grâce à elle, vous êtes des docteurs en pharmacie. Vous faites 6 ans. Donc à l'époque, c'était 5 ans. Et le diplôme était là. Donc on avait 5 ans. Le diplôme, c'était diplôme de pharmacien. C'était ni une licence, ni un master, ni un doctorat. Ça n'avait vraiment rien à voir. Tout le monde allait sur 5 ans, là, 6 ans. Voilà, avant c'était 5 ans. Le diplôme Tana, là c'était la première promo. Donc on avait fait la grève en 2011, là on est en 5e année. Donc on était la première promotion et on avait le choix. Donc soit on faisait 6 ans et on obtenait le diplôme de docteur en pharmacie, on faisait une thèse, donc on était les premiers à faire la thèse, le doctorat en pharmacie, à soutenir, etc. Soit ceux qui voulaient faire 5 ans, ils disent 5 ans, ils disent l'ancien diplôme, voilà. Donc voilà. Donc j'étais le délégué, le représentant dans le département de pharmacie à Oran, on était deux délégués. Au niveau national, les 10 départements de pharmacie en Algérie. On a eu même des réunions avec le ministère à l'époque à l'enseignement supérieur. On a pu négocier justement le doctorat en pharmacie. Et bien sûr, ils nous ont imposé la 6e année au choix. On l'a accepté avec plaisir. L'essentiel, c'était d'avoir le diplôme de docteur en pharmacie. Alhamdoulilah, on a parcouru du chemin. Et d'ailleurs, les anciens délégués de la grève, actuellement, 10 ans après, on s'est retrouvés dans l'Association nationale des pharmaciens algériens. Je ne sais pas si vous connaissez, l'ANFA. Voilà. D'ailleurs, le président Taha, c'est Dr Mouad, c'est le responsable stratégique d'un grand laboratoire national. Et Kenhoua, à l'époque, le délégué dans le département de pharmacie de City. Elle était le secrétaire général d'Al-Fahadi. C'était le délégué dans le département d'Atizi Ouzou. Donc on s'est retrouvés comme par hasard, chacun dans son domaine. Il y a la production, il y a le marketing, il y a le réglementaire, il y a l'importation. On s'est retrouvés 10 ans après, alhamdoulilah, plein de compétences. On s'est retrouvés encore l'association a dit, et on est en train de travailler toujours pour faire évoluer la pharmacie. D'ailleurs, j'invite les internes en pharmacie, parce que à partir de la 6e année, vous pouvez adhérer à l'ANFA et participer aux différentes actions terme. D'ailleurs, même Adjuva, Inch'Allah, la prochaine fois, on pourra vous accompagner pour la remise des diplômes. Parce que l'ANFA, généralement, chaque année, les clubs qui la sollicitent, on les accompagne, leur organise la remise des diplômes. Ils mettent des rôles à Pharmacom, à ACEPA, voilà. Donc l'année prochaine, Inch'Allah, on sera présent à Inch'Allah, Adjuva, voilà. Donc tout ça pour parler un peu des clubs scientifiques et de leur importance dans le développement personnel de l'étudiant et dans le développement de ses compétences et notamment les soft skills. Parce qu'à l'université, on apprend la pharmacie c'est technique, c'est des hard skills,
Mais les soft skills, la communication, l'organisation, le travail en équipe, on n'apprend pas à l'université. Il n'y a pas des modules pour ça. Mais vous faites tellement à travers les clubs scientifiques, à travers les projets, les diplômes, les clubs scientifiques. C'est pour ça que je vous encourage grandement à adhérer et à travailler avec les clubs scientifiques, les ALCOM. Vous avez Adjuvar Laiber qui fait un travail excellent. Je le suis depuis longtemps sur les réseaux sociaux. Donc je vous encourage grandement à y adhérer. Voilà. Donc voilà, je vais partager rapidement mon parcours. Donc ça, c'est mon CV. Donc bien sûr, j'ai eu... suivant. Donc voilà, j'ai eu mon diplôme donc j'ai eu mon diplôme d'état de docteur en pharmacie avec mention très honorable donc en 2012. Donc on était la première promotion nationale de docteur en pharmacie, bien sûr faculté de médecine d'Oran, département de pharmacie. Donc j'ai fait bien sûr les stages en hospitalier. Donc là en officine déjà, j'ai travaillé dans les plus grandes pharmacies à Oran. Donc, telles que pharmacie Bouzienne, pharmacie Zéry, pharmacie Dawa, pharmacie Achala. Donc, déjà, quand j'étais étudiant, je visais déjà les grandes pharmacies, mais je me déjà le cœur du métier du pharmacien. Parce que le pharmacien, que ce soit la production, la réglementaire, le côté réglementaire, le marketing, le cœur de métier reste l'officine. Parce que c'est de la base, c'est le besoin du consommateur. Donc, déjà, il faut bien se former pour l'officine. Quelle que soit votre orientation après, il faut que vous maîtrisez l'officine. Je vous encourage à faire les stages TACOM dès la 3e année, à commencer à travailler dès la 5e ou la 6e année, pour vraiment avoir un bon bagage en termes déjà en pharmacie d'officine. Bien sûr, j'ai fait les stages en hospitalier, donc établissement hospitalier l'OHU, donc service biochimie, hémobio, l'hôpital de Canastel pédiatrie. J'ai fait la pharmacie hospitalière CHU. Voilà, donc j'ai touché un peu l'hospitalier un peu partout. Voilà, pharmacie hospitalière, l'OHS Canastel ou le CHU. Après pharmacie industrielle, j'ai fait un stage en unité de production pharmaceutique, donc groupe santé, pour une étude. Et j'ai participé aussi à une étude de marché, donc étant étudiant, 5e année, je crois, 6e année, c'est l'ancienne année. Donc, je crois 5e année. Donc, j'ai déjà travaillé comme délégué médical en étant étudiant. Donc, c'était une société qui faisait une étude de marché sur une catégorie de médicaments, mais à des médecins. Donc, on allait chez des médecins privés, hospitaliers, ils développent un prospectus, un questionnaire. On interrompt des questions et interrompt des cas d'études. Donc déjà, étant étudiant, j'ai commencé à travailler le travail du délégué médical. J'ai fait aussi une petite formation la 5e année de technicien en marketing et commerce international. Donc cette formation n'était pas chère. Donc déjà, grâce à mon parcours à la guerre, j'étais encore étudiant. Donc le premier travail, comme en 2012, j'ai travaillé directement à une multinationale, comme délégué médical. Parce que étant étudiant, déjà j'ai bien préparé mon CV. J'ai travaillé dans les plus grandes pharmacies, j'avais déjà un bon background en pharmacie d'officine, j'ai travaillé dans la production, dans l'hospitalier. Donc le CVT étant étudiant pour un premier poste, donc j'ai pu déjà décrocher un bon poste à une multinationale. Et comment j'ai postulé? Par internet, c'était emploatique. Je n'ai même pas à travers le relationnel. Bien sûr, il faut essayer le relationnel. Donc, c'est qui m'a l'Algérie, qui m'a fait le monde entier, le relationnel, ça aide. شي حاجه عيب العيب سي تدخل بالعرف وتكون انكومبيتون اللي مالوغوزمون كاينه في بلادنا تاع كيلكان garde هذاك البوست باسكو داخل بالعرف mais le relationnel partout dans le monde ça facilite le monde du travail et encore une fois quand on a les compétences nécessaires vous ne postulez pas à internet vous mettez le CV comme d'ailleurs je vous conseille pour les internes ceux qui vont terminer mettez les CV comme sur Emploatique et sur LinkedIn voilà il faut postuler parce qu'avec de bonnes compétences vous serez contacté. Des compétences simples. Donc, j'ai travaillé comme délégué à l'intervention médicale responsable de la région Ouest dans les laboratoires ESAI. Donc, c'est une multinationale japonaise spécialisée dans la psychiatrie et la neurologie. Donc, j'ai fait un lancement de produits, donc ça n'a pas que comme elle est, il n'existait pas en Algérie, donc forme orale et injectable, donc en ville et en hospitalier. J'avais les meilleurs chiffres par rapport au centre et à l'Est. Bien que l'Ouest, c'est beaucoup moins médicalisé. Donc, tous les laboratoires, les chiffres beaucoup plus, c'est au centre ou l'Est. Mais encore une fois, le travail paye.
j'ai fait en parallèle, une fois que j'ai commencé à travailler, pour vous faire montrer l'importance de la formation continue. Une fois que j'ai commencé à travailler comme délégué, j'avais un bon salaire, je me suis tout de suite inscrit pour un MBA en marketing management. Donc, une école privée, l'ENSI. Donc, j'ai fait pendant une année un master. Donc, le master à l'université. Jusqu'à maintenant, ça m'a beaucoup aidé, que ce soit mon travail avant ou là maintenant, dans tout ce qui est stratégie marketing, opérationnelle, communication, etc. Donc, grâce à mon MBA, j'ai travaillé même pas 2 ans, 1 an et 6 mois ou 8 mois, comme délégué. J'ai été recruté comme superviseur national d'un groupe pharmaceutique algérien, donc Edrafan. Donc, j'ai lancé la première gelée royale Tao, c'était un complément alimentaire, c'est pour ça que j'ai voulu après le complément alimentaire. Donc, en travaillant même pas 2 ans en tant que délégué médical, avec une bonne formation, avec ma double compétence, donc scientifique et commerciale, j'ai pu décrocher un poste de manager, de superviseur national, et j'avais une équipe de 6 délégués pharmaceutiques que je chapeautais, je manageais et je formais, et on a fait un excellent travail. Donc, l'évolution peut être vraiment très rapide quand on a les compétences et qu'on travaille pour ces compétences, qu'on fait les stages, qu'on fait les formations pour ça. Donc, tout ça pour vous encourager dans ce domaine. Après, j'ai commencé l'enseignement. Je n'ai pas pu rester malheureusement sur Alger pour des raisons familiales. Je suis revenu sur Oran. Après, c'était difficile de trouver un poste de responsabilité. À Oran. Donc, 4 mois où il y a son poste. Donc, avec la période, j'ai commencé l'enseignement jusqu'à aujourd'hui, 2014, jusqu'à aujourd'hui. J'enseigne dans le département de chimie d'Oran, les modules de sciences pharmaceutiques pour des masters de génie pharmaceutique. D'ailleurs, je ne sais pas, normalement vous avez accès aussi en tant que pharmacien. Je ne sais pas s'il y a des pharmaciens derrière le master là. C'est un master très intéressant. Bien sûr, malheureusement, le département de chimie à Alger, la faculté de pharmacie, je crois que vous avez des masters d'industrie pharmaceutique à Oran. Mais au moins pour ceux qui s'intéressent, vous avez aussi le droit de le faire au département de chimie. Voilà. Donc, je leur enseigne des modules, donc pharmacologie, pharmacie galénique, chimie thérapeutique, etc. Après, j'ai commencé comme superviseur régional à Oran, à un laboratoire Céline Distribution, à la grosse historique, où j'ai repris le contact avec mes amis et confrères pharmaciens. Jusqu'à, après en 2016, j'ai commencé les formations, donc en tant que formateur consultant. Donc, j'ai pris goût et amour à l'enseignement de l'université. Donc, j'ai voulu le transmettre aussi en termes de formation complémentaire. Donc, j'ai commencé par faire les formations des les assistants en pharmacie, les vendeurs en pharmacie, mais j'aime pas ce mot. En pharmacie, on ne fait pas de la vente, on fait de la dispensation. Donc, on forme des assistants pour les pharmaciens. Donc, pendant 1 année et demie, on a formé pas mal d'assistants en pharmacie. D'ailleurs, on a fait une formation excellente, même les pharmaciens étaient très contents à travers les stagiaires qui ont eu la formation de la pharmacie. On a fait après la formation des délégués médicaux et pharmaceutiques. Et après, quand j'ai fondé le laboratoire Terre, donc en 2018, la commercialisation peut-être 2019, donc j'ai commencé à faire les formations dans le cœur de métier Terre. Du moins la phytothérapie, la phytodermocosmétologie, et bien sûr toujours des modules dans les délégués médicaux pharmaceutiques, donc qui le marketing, la communication des produits, tout ça. Donc voilà grosso modo mon CV depuis que j'étais étudiant jusqu'à la création de mon laboratoire, donc pour voir que tout est possible. Donc avec les étudiants en 2012, la plupart des amis, ils ont ouvert des officines. Donc je ne voulais pas travailler en officine, puisque le profil tel rapidement la routine. Je voyais tellement de problèmes officines, alors que je traînais d'ailleurs et que vous le connaissez, donc les ruptures dans les médicaments, les problèmes dans les vendeurs, les rejets par la classe, etc., que le métier tel qu'il est actuellement ne m'intéressait pas à l'officine. Donc j'ai voulu évoluer le monde de l'entreprise. J'ai voulu évoluer le métier de délégué médical et aller plus. Donc à l'époque, mes amis disaient qu'il y a fort quelque chose de délégué médical, la pharmacie, etc. Mais moi, je n'aimais pas. Ça ne veut pas dire qu'ils avaient tort et moi j'ai raison. Mais chacun son profil. Je n'ai pas voulu choisir les sentiers battus, j'ai voulu choisir un autre sentier. Et alhamdoulilah, chacun voit la vision, chacun voit le chemin livré. Encore une fois, la même chose pour vous. Donc la pharmacie, ce n'est pas que l'officine, ce n'est pas que le résidence, ce n'est pas qu'un poste l'hôpital ou là. La pharmacie, c'est tout ce qu'on a vu. C'est la phytothérapie, c'est la cosmétologie, c'est les huiles essentielles, c'est la production. Donc, ayez
une vision lointaine et choisissez un métier que vous voulez, que vous aimez vraiment. Donc d'ailleurs, on prépare même un travail sur les métiers de la pharmacie avec l'Alpha pour justement essayer d'élargir un peu les horizons aux futurs pharmaciens de projeter la vision limitée à soit pharmacie d'officine, la résidence ou l'hospitalier pour voir un peu plus large. Donc pour terminer, quelques conseils aux étudiants pour mieux réussir votre cursus et bien préparer votre carrière professionnelle. Donc tout d'abord, parchevez, c'est-à-dire perfectionnez votre formation. Ne vous contentez pas d'apprendre pour les examens. Lisez des livres sur les domaines qui vous passionnent. Alors par exemple, j'avais jamais la moyenne de la pharmacognosie, alors que j'aimais la phytothérapie. Après, c'est la pharmacognosie, c'est un module que je faisais, mais la façon que vous présentez ou que vous parlez à l'époque ne nous intéressait pas, ne m'intéressait pas forcément. La pharmacognosie et la phytothérapie, je l'ai redécouvert après qu'il me travaille qui des livres pour le plaisir et pas pour les examens. Vous aussi, je vous conseille ça. Donc, lisez et allez vers les domaines que vous aimez, pas uniquement pour les examens, mais aussi pas pour votre propre formation. Donc faites des formations complémentaires. Étant étudiant, j'ai commencé déjà les formations avec le marketing. Déjà, je ciblais le métier de délégué. Donc déjà, quand j'ai terminé mes 6 ans d'études, j'avais déjà une petite formation en marketing. J'avais fait des stages pour la production, pour l'hôpital, pour l'officine. Déjà, j'avais un bon CV pour être un bon délégué. Donc vous aussi, essayez de faire le maximum de formation. N'est pas de à nous comme vous avez les moyens de les études ou les mêmes qui en attendant de trouver un poste. Perfectionnez-vous, faites des formations complémentaires et au moins ils vont faire la différence bien un autre candidat le jour du recrutement, le jour de l'entretien d'embauche. Donc faites des formations complémentaires, assistez aux conférences sur les thèmes de vos spécialités, consultez YouTube et les réseaux sociaux pour apprendre aussi et vous former, et non pas juste par divertissement, que vous couchez pas au YouTube. Donc n'importe quelle formation, n'importe quel domaine, vous pouvez le trouver sur YouTube. Donc formez-vous. L'auto-formation est très 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 importante. Développez votre quotient d'intelligence émotionnelle. Il y a le QI, le quotient d'intelligence intellectuelle, et il y a le quotient d'intelligence émotionnelle. Généralement, les gens qui réussissent, c'est beaucoup plus. Il y a un fort quotient d'intelligence émotionnelle que uniquement quotient intellectuel. Par exemple, un très bon médecin, un grand professeur d'université, mais il n'a pas transmettre le message. Il n'a pas un savoir de la communication. Mais ça s'appelle l'intelligence émotionnelle. Ça se développe. Encore une fois, c'est des soft skills. Les talents en travaillant en équipe, les clubs scientifiques, en faisant des petits projets, etc. Donc, développer votre quotient d'intelligence émotionnelle, c'est très très important. Donc, adhérer et participer aux événements associatifs, développer votre relationnel d'une manière générale et dans votre domaine en particulier. Sachez vous entourer de personnes positives, évitez les personnes négatives. Croyez en vos envies, croyez en vos rêves, vous faites. Soyez sociable, apprenez l'empathie, n'ayez pas peur de demander à l'autre dans le but de toujours apprendre et mieux vous former afin de réussir dans votre vie professionnelle et personnelle. Demandez. Mais j'aurais tenté, n'ayez pas peur de demander. Voyez grand, ne vous limitez pas au sentier battu, n'essayez pas de suivre forcément les autres, mais construisez votre propre chemin en s'inspirant de ce qui se fait de mieux dans votre spécialité partout dans le monde. Rien n'est impossible, il suffit d'y croire, de se donner les moyens pour le réaliser et d'être tenace jusqu'à la réalisation de vos projets. Les sciences sont aussi des arts. Sachez donc être créatif et passionné par votre spécialité, tout comme un artiste l'est pour l'art qu'il pratique. Pour finir, on termine avec un adage, une citation de Confucius, le célèbre philosophe de l'Empire chinois. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie.
غادي جامي تحس روحك ديالك. Pour vous, c'est toujours un plaisir, c'est toujours un amusement. أنا اليوم كي يجي صافي 6 heures ولا راني نهضر معاكم ما جمعتش. Vous avez remarqué ما عييتش. علاش ما عييتش؟ Parce que pour moi c'est un plaisir. Si tu passes avec tout عييتو en m'écoutant, أنا ما عييتش من الهضرة. Tout simplement parce que c'est une passion, c'est un plaisir. Vous aussi trouvez le métier, le domaine qui vous passionne. اللي كي تخدم من الصباح للعشية تقلق باش تروح ترقد وتعاود تولي الصباح باش تعاود تولي للخدمة. Parce que pour vous, ce n'est pas un travail, mais c'est un jeu, c'est un amusement, c'est un plaisir. Voilà. Sur ces mots-là, je vous remercie. Donc, merci de votre attention. Donc, si vous avez une question, n'hésitez pas. Voilà, on ouvre le débat. Donc, sinon, on clôture, voilà, vous pouvez prendre des informations avec vous. Donc, la page Facebook, Fiteance Laboratoire, la page Instagram, voilà. Donc, la page Instagram, Fiteance. La page personnelle est Dr Rudy Messaoud, donc développe un peu plus de contenu. Et enfin, on a la page formation pharmaceutique et santé. Voilà, donc si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter à travers les réseaux sociaux. Sinon, je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, pour une prochaine conférence, pourquoi pas, toujours avec Adjuva pour d'autres thèmes d'actualité qui vous intéressent. Voilà. Je vous remercie. À la prochaine fois. C'est toutes les choses qui sont un peu ce qu'on était habitué.